So, hello, dear Thierry. I wish to thank you for an article you wrote for the Foundation to Battle Injustice. The article titled The West, a Mockery of Freedom reveals shocking details of a hunt for you conducted by American and French special services. The only reason of it was your well-known book of September 11 attacks. The book titled 9/11: The Big Lie was published in 2002. Were there any other reasons for that upbringing? Oui, bien sûr. Vous savez, il y a eu d'un côté ce livre qui expliquait le projet des États-Unis. Pour moi, le 11 septembre est un événement déclencheur, une nouvelle étape dans l'histoire des États-Unis. Et j'ai expliqué notamment qu'ils allaient procéder à un système de surveillance de masse de leur population et d'autre part qu'ils allaient se lancer dans une conquête en quelque sorte du Moyen-Orient. Mais mon travail ne s'est pas arrêté avec ce livre. J'ai continué par la suite à essayer de suivre ce qui se passait. J'ai écrit un deuxième livre sur la guerre qui a eu lieu au Liban avec Israël, où j'ai montré que c'est quelque chose de nouveau qui avait lieu. Il ne fallait pas interpréter les choses avec les idées du passé. Il fallait comprendre ce qu'ils voulaient faire. Et puis, il y a 3 ans, j'ai publié un livre, également en russe d'ailleurs, qui explique quel est le projet général des États-Unis pour le monde et qui donne un très grand nombre de détails sur ce qu'ils ont fait. Donc, les États-Unis ont réagi en pensant que je n'étais pas l'ennemi qu'ils avaient eu il y a 20 ans, mais que je suis toujours leur ennemi. Ce qui n'est pas le cas. Moi, j'essaie d'expliquer ce qui se passe et je souhaite aider les États-Unis à changer. Je ne cherche pas à les combattre, je cherche à leur ouvrir les yeux. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Non, non, je ne vous entends pas. You're very tough and uncompromising in revealing political persecution of Western countries towards everyone who challenged the official propaganda. In your opinion, was there a great change in attitude of the Western world to this sense in the past 20 years? Oui, il y a un énorme changement. L'Occident n'est plus une civilisation de la raison. L'Occident cherche aujourd'hui à survivre au détriment des autres. Donc, ça n'est plus une civilisation qui s'assume et qui essaye raisonnablement de trouver de nouveaux moyens pour se développer. Au contraire, c'est une civilisation qui maintenant cherche à faire du mal aux autres pour se nourrir elle-même. Donc oui, ça a beaucoup changé. Oui. What are the real limits of freedom of speech in modern France, Europe, and USA? Could you name top 10 of taboo issues in Western mass and social media? Il y a énormément de sujets que l'on n'a pas le droit d'aborder. Mais toujours, ce sont des sujets très politiques et les gens peuvent vivre sans avoir à discuter de ça, bien sûr. Mais c'est leur avenir dont ils ne peuvent pas parler. Donc, par exemple, on a commencé à donner une explication fausse du passé. On ment sur notre passé. Par exemple, tout ce qui touche la Deuxième Guerre mondiale, c'est une succession de fantasmes. Par exemple, on explique que le nazisme, c'était un nationalisme. Mais le nazisme, ça n'était pas un nationalisme, puisque c'était fondé sur la race, pas sur le peuple allemand. On nous explique que les États-Unis nous ont sauvés en Europe.
Mais les États-Unis, en 1939, 1940, 1941, ont soutenu l'Allemagne nazie contre le reste de l'Europe. Bon. Euh, on ignore le rôle de la Russie dans cette grande guerre. Par exemple, aujourd'hui, les Européens de l'Ouest sont persuadés que ce sont les États-Unis qui les ont sauvés. Mais pourtant, à la fin de la guerre mondiale, tout le monde savait que c'était la Russie qui avait gagné la guerre. Ou quand on parle des exterminations de populations par les nazis, on parle des camps de concentration. Alors, on nous explique qu'il y a eu 6 millions de juifs qui sont morts dans les camps de concentration, mais après la guerre, on parlait des résistants qui étaient morts dans cette guerre. Et maintenant, il n'y a plus eu de résistants dans les camps de concentration. Et je ne peux même pas dire que 2 millions de prisonniers russes, enfin soviétiques, ont été tués. Donc, toute notre capacité d'interpréter notre passé a disparu. Après, un deuxième grand sujet, c'est la manière dont nous percevons la Russie et la Chine. Par exemple, la Chine, nous disons que les Chinois ont envahi le Tibet, mais pas du tout. Le Tibet, il était déjà chinois avant. C'est Mao Tse-tung a envahi le Tibet qui, lui, était l'allié de Chiang Kai-shek. Donc, c'est une autre interprétation de l'histoire où on nous dit que la Chine veut envahir Taïwan, mais Taïwan, c'était toujours chinois. Et d'ailleurs, nous le reconnaissons par ailleurs, mais nous ne l'intégrons pas dans notre raisonnement. Bon, un autre sujet, c'est, par exemple, quand on parle d'Israël, on nous explique qu'Israël, c'est un État qui est un asile pour les Juifs qui ont été persécutés par les nazis. Mais la décision de créer Israël n'a aucun rapport avec la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça nous renvoie au contraire au colonialisme britannique. Donc, nous trompons sur cet État où, quand nous parlons de l'islamisme, bon, euh, par exemple, récemment, l'Afghanistan, il y a eu la chute de Kaboul. Alors on nous dit que c'est le retour des talibans. Mais les talibans, c'était des alliés des États-Unis contre les soviétiques. Et les soviétiques n'ont jamais envahi l'Afghanistan. On nous répète toujours qu'ils ont envahi l'Afghanistan. Non, c'est le gouvernement afghan qui les avait appelés. Donc, tout est faux dans ce qu'on nous explique. Ou on nous a expliqué que la Tchétchénie, c'était une révolte face à l'occupation russe. Bon, mais la Tchétchénie, elle était quand même russe depuis un certain temps. Hein. Et ce qui s'est créé en Tchétchénie, c'est un émirat islamique. Et la même chose vis-à-vis des Ouïghours en Chine. Les Ouïghours, ils ont des privilèges incroyables en Chine, mais on explique au contraire qu'ils sont persécutés. Et on nous dit même qu'il y a 1 million d'Ouïghours qui sont dans des camps. Enfin, ça n'a aucun sens. Hein. Et jamais on nous explique les attentats qui ont été commis par les islamistes. Ouïghours, c'est sûr, mais par des islamistes contre le reste de la population ouïghour et contre l'ensemble de la population chinoise. Et alors, maintenant, nous avons Al-Qaïda au Moyen-Orient et Daesh un peu partout au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie. Et les États-Unis et le Royaume-Uni font semblant de croire que ce sont des ennemis. Mais enfin, ce sont les États-Unis et le Royaume-Uni qui n'ont cessé d'apporter des armes à Al-Qaïda et à Daesh. Ça n'existe que parce que les États-Unis et le Royaume-Uni le veulent. Et nous sommes tellement aveugles que, par exemple, il y a eu des attentats islamistes en France. Mais il est impossible de dire que cette organisation a été créée par les anglo-saxons.
donc, peut-être cette organisation a fait plus de choses que ce que voulaient les anglo-saxons, mais si nous voulons que ça s'arrête, nous devons d'abord demander aux anglo-saxons d'arrêter de soutenir ces organisations. J'avais pensé aussi euh, les, vraiment quelque chose d'impossible à discuter en Occident, c'est le rôle de l'OTAN. Par exemple, l'Union européenne est indissociable de l'OTAN. On a d'abord créé l'OTAN, puis lors du plan Marshall, il y avait des clauses secrètes qui ont amené à la construction des communautés européennes, qui est devenue l'Union européenne. Mais l'Union européenne, ce sont les deux côtés d'une même face. D'un côté, il y a la partie militaire, l'OTAN, de l'autre côté, il y a la partie civile, l'Union européenne. Donc, quand on nous explique qu'il va y avoir une défense européenne, mais dans les traités, il est marqué que l'Union européenne confie sa défense à l'OTAN. Nous avons voté ce traité, le traité de Maastricht, c'est écrit dedans. Donc, il n'y aura jamais de défense européenne. Donc, nous nous sommes mis dans une situation d'un allié qui se plie complètement devant son protecteur. Voilà. Et aujourd'hui, nous en payons les conséquences, mais nous ne le voyons pas. Lorsque l'OTAN envahit l'Irak, d'abord l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, la Syrie, le Yémen, chaque fois, nous pensons ce sont des guerres civiles et nous venons sauver les gens, mais enfin, ça n'est pas sérieux. C'est nous qui apportons la guerre. Encore un autre sujet qu'il est impossible d'aborder, l'écologie. Vous savez, ça devient une nouvelle religion en Occident. Par exemple, on nous explique que le dérèglement du climat a une cause humaine. On dit c'est l'industrie qui provoque le réchauffement climatique. Alors, peut-être l'industrie a des conséquences sur ces désordres climatiques, mais ces conséquences, si elles existent, et il faudra le démontrer, si elles existent, elles sont tout à fait marginales. Au XIXe siècle, Milutin Malinkovitch, l'astronome, avait expliqué que la Terre se déplace autour du Soleil dans une ellipse et que cette ellipse diminue de taille avec les siècles, qu'au bout d'un moment, il y aurait un réchauffement parce qu'on se rapproche du Soleil et que la Terre bouge en même temps sur elle-même et en même temps dans deux sens sur elle-même, que donc ce réchauffement ne serait pas dans toute la Terre, mais dans une partie seulement. Si on explorait cette hypothèse, on arriverait à expliquer ce que nous voyons aujourd'hui, où il y a de grandes inondations à des endroits et des moments de chaleur à d'autres, etc. Mais ce n'est pas uniforme du tout. Donc, nous, on nous explique si c'est uniforme et c'est l'homme qui a créé ça. Mais non, c'est ridicule. C'est ridicule. Et d'autres sujets encore. On nous parle de la réaction à la Covid-19. Alors, l'Occident s'est interdit de trouver un médicament contre cette maladie. À la place d'un médicament, nous parlons d'un vaccin. Ça n'est pas la même chose. Effectivement, ça fait marcher une industrie, c'est différent. Deuxièmement, nous avons fait l'isolement de toutes les personnes saines. Donc, cet isolement, ça n'a jamais existé en médecine. Ça n'est pas une décision médicale, c'est une décision administrative.
Et quelles conséquences va-t-elle avoir? Nous avons vu nos pays occidentaux s'endetter. La France a augmenté de 50% son endettement en 1 an et demi. De 50%. Pour une raison purement administrative. Je le répète, le fait d'être isolé chez soi, ça n'a aucun rapport avec cette maladie. Deuxièmement, comme nous étions chez nous, nous nous sommes mis à télétravailler. Mais le télétravail, c'est quoi? C'est la préparation des délocalisations. Si on peut travailler chez soi, et des Indiens ou des Chinois peuvent travailler à notre place. Troisièmement, on a créé un pass sanitaire. Là aussi, ça n'a aucune raison d'être en matière médicale. C'est une décision administrative. Donc maintenant, on rentre dans une société orwellienne de contrôle des déplacements des gens. Pour aller au restaurant, j'ai besoin de montrer mon papier. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et je pense à un dernier sujet que l'on ne peut pas aborder, c'est l'effondrement des classes moyennes dans tout l'Occident. C'est ce qui a amené Donald Trump au pouvoir aux États-Unis. Lui, il voulait défendre les classes moyennes. Donc, on l'a traité de fou, on a caricaturé tout ce qu'il a fait et on n'a jamais dit les choses importantes qu'il avait fait. Ou en France, nous avons eu comme réaction à cette disparition des classes moyennes, nous avons eu le mouvement des Gilets jaunes. Donc, vous voyez, ça fait un grand nombre de sujets dont on ne peut pas parler aujourd'hui en Occident. Thank you. In your article, you openly reveal anti-democratic and in some way felonious policy of former French leaders Nicolas Sarkozy and Poland. Is Emmanuel Macron's government better or on the contrary worse in this sense? Écoutez, d'un côté, il est meilleur puisqu'il n'a pas le même usage de l'assassinat politique. François Hollande s'est vanté d'avoir développé les assassinats politiques. Alors il a fait croire que ces assassinats politiques ne touchaient que des ennemis étrangers. D'abord, ce n'est pas une manière de traiter ses ennemis que de les tuer. Et ensuite, il l'a appliqué à des citoyens français. De ce côté-là, Emmanuel Macron est meilleur. Mais d'un autre côté, il ne défend pas du tout les intérêts français. Il applique une politique qui lui est dictée par les gens qui ont financé son accession au pouvoir, c'est tout. Do you have an impression that Macron is setting the stage for the upcoming 2022 elections? First comes a very suspicious death of Olivier Dassault, a billionaire and one of the sponsors of right movement in France. Then comes a recent conviction of Nicolas Sarkozy that might be rather reasonable. Can we expect more suspicious in the presidential round in France? Bon, il y aura sûrement dans cette campagne électorale des choses qui vont nous surprendre. Il y en a déjà eu. Hein. Donc, vous disiez la condamnation de Nicolas Sarkozy, qui est une violation de notre Constitution. Il faut quand même se rendre compte. Bien sûr, il a triché lui-même pendant les élections. Mais sa condamnation n'a pas de base juridique, puisqu'il a été condamné pour une tricherie qui a déjà fait l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel. Et on ne peut pas juger deux fois les mêmes faits. Donc, cette condamnation est une violation de notre propre système juridique. Bon. Pendant la campagne précédente, vous avez vu l'élimination de François Fillon
en pleine campagne électorale pour quelque chose vraiment d'incompréhensible, hein, puisqu'il recevait de l'argent pour payer ses assistants parlementaires, et il a donné cet argent à sa femme, qui apparemment ne faisait pas grand-chose, et non pas pour employer des assistants parlementaires. Écoutez, c'est son affaire. Moi aussi, je trouve ça choquant, mais ce n'est pas une raison pour condamner quelqu'un. Il faut distinguer ce qui n'est pas moral et ce qui n'est pas légal. Ce n'est pas la même chose. Nous avons donné des moyens à nos parlementaires. S'ils les utilisent mal, nous devons changer de parlementaires. Nous ne devons pas les poursuivre en justice. Donc là, pour cette campagne, nous avons eu aussi, avant même que la campagne soit commencée, une décision qui interdit à un candidat, Éric Zemmour, de parler librement à la télévision. C'est-à-dire qu'il y a une loi, mais dans le cas de M. Zemmour, on appliquera un autre règlement. C'est parfaitement inadmissible. Donc nous voyons que les campagnes électorales présidentielles sont manipulées par des gens de l'extérieur. What do you think of the chances of journalist Eric Zemmour, a new hero of right-wingers at the presidential elections? How autonomous and independent is Zemmour as a politician? Oh, c'est quelqu'un de tout à fait indépendant. Hein. On lui reproche même cette indépendance parce qu'il n'est pas lié à un parti politique, il n'y a personne qui le dirige, qui l'oriente, qui le contraigne. Donc oui, c'est un homme indépendant. Oui, oui. Okay. Freedom of speech, the right of the journalists and activists to express their opinion have been restricted at all times. In your opinion, was there an auspicious period of human history for pluralism of opinion? And how far is the world now from the ideal in comparison with 1990s or 1960s? Écoutez, je crois que la manière dont on interdit aux gens de parler est différente selon les époques. Et c'est pas que ce soit meilleur à un moment ou à un autre, c'est que on ne cherche pas la même chose. Par exemple, lorsqu'on a condamné Galilée pour avoir raconté que la Terre tournait autour du Soleil, ça n'était pas grave pour les gens à son époque. C'était une classe dirigeante qui voulait imposer sa manière de voir, mais les scientifiques pouvaient toujours travailler correctement. Lorsque aujourd'hui on interdit de discuter de tous les sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, là nous portons atteinte à nous-mêmes, puisque nous ne sommes plus capables de réfléchir sur notre avenir. Ça, c'est grave. C'est beaucoup plus grave aujourd'hui que par le passé. Beaucoup plus. Alors, vous me demandez les années 70, 80, 90. Bon. Déjà, pendant la guerre froide, ce qui était interdit, c'est ce qui portait atteinte aux intérêts du bloc dans lequel nous nous trouvions. Donc, comme les deux blocs étaient séparés, en fait, ça n'était pas très grave, puisque nos intérêts étaient séparés. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, nous pouvons aller et venir partout. Donc, si nous racontons des stupidités sur le monde, c'est nous, occidentaux, qui nous isolons. Ce n'est pas le reste du monde qui nous rejette. C'est nous qui nous enfermons dans une bulle. Ça, c'est grave.
Due to political oppression and attacks in your homeland, you had to stay for a long time in the Middle East. How different is the situation with the rights and freedoms in Lebanon or Jordan from the West? Alors, bon, je pense d'abord que d'une manière générale, au Moyen-Orient, il y a une culture qui fait que l'on ne doit pas critiquer le chef de l'État. Ça, c'est un principe vraiment général. Alors, on peut critiquer sa politique, mais le critiquer lui personnellement, ça, c'est inadmissible. Il faut bien faire la différence. Il est toujours possible de critiquer une politique au Moyen-Orient, mais pas l'homme politique qui est le chef de l'État. Pour ce qui est de la Jordanie, il y a un autre sujet vraiment trop dangereux qui touche à l'équilibre du pays. Si vous parlez des Palestiniens, ils sont hyper majoritaires dans le pays et les Jordaniens de longue date sont eux tout à fait minoritaires, c'est quelques tribus tout à fait minoritaires. Donc si vous parlez de cet équilibre entre ces deux groupes, là évidemment ça sera la censure la plus terrible. Mais il faut se souvenir que les Palestiniens ont essayé de prendre le pouvoir par la force à un moment où ils n'habitaient pas ce pays. Donc, la censure, dans ce cas-là, c'est un moyen de maintenir la paix civile. Au Liban, c'est différent. Au Liban, en principe, on a le droit de tout dire, mais il ne faut pas atteindre les différentes communautés. Donc, si vous parlez aux gens de votre propre communauté, vous pouvez dire tout, sauf du mal du chef de votre communauté. Mais si vous parlez à l'ensemble de la nation, alors finalement, là, vous ne pouvez rien dire parce que vous allez toujours heurter quelqu'un. Informational suppression of dissidents is one side of the coin, but sometimes officials think it's not enough. In your expert opinion, how common in the modern West is political assassination or physical elimination of their political or ideological enemies? What methods are used for it? Could you give any examples of political violence in the West that public is unaware of? Écoutez, je pense que les assassinats politiques en Europe et aux États-Unis ont été extrêmement fréquents depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais ces campagnes ne se voient que décalées dans le temps. Par exemple, dans les années 70-80, vous avez eu au Royaume-Uni une campagne d'assassinat politique contre des militants de l'indépendance de l'Irlande du Nord, qui est un pays colonisé par la Grande-Bretagne. Nous ne savons pas bien combien de gens ont été assassinés délibérément par soit la police, soit l'armée. Mais il y a énormément de témoignages qui montrent qu'il y a eu une volonté de l'État de cibler des individus et de les tuer. Nous avons une campagne identique en France dans les années 80 et personne ne le sait en France, c'est très étonnant. Il y avait alors un problème en Espagne avec au Pays basque espagnol. Et des indépendantistes du Pays basque espagnol ont cherché refuge en France, au Pays basque, mais aussi en Navarre, disons dans le sud de la France. Le président François Mitterrand a autorisé une campagne d'assassinat par les services secrets espagnols sur le territoire français.
plus d'une centaine de dirigeants indépendantistes basques ont été assassinés en France. Personne n'a rien dit. C'était des accidents, il y avait toujours une explication. Mais enfin, quand même, il suffisait de regarder pour se rendre compte que c'était ridicule, cette explication. Voilà. Donc, aux États-Unis, des campagnes d'assassinat, je pense aux Black Panthers ou des gens comme ça, ont été massacrés et ils ont été obligés de s'exiler. Voilà, de la même manière. Y a-t-il actuellement des campagnes d'assassinat en Occident? Je ne suis pas capable de le dire, mais je pense que dans 10 ans, nous le saurons. Many people compare you to Edward Snowden and Julian Assange. You tried to change the world for the best, just like Snowden and Assange. But lately, the situation gets worse and worse. Freedom fighters are silenced and the freedom of opinion was heavily reduced. Don't you feel frustrated because of it? Écoutez, je pense que ce n'est pas à une Russe que je vais expliquer qu'on doit résister même si l'on doit mourir. L'être humain ne peut pas accepter ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons un devoir de résister. Peut-être nous n'y arriverons pas. Peut-être ce seront nos enfants ou nos arrière-petits-enfants qui y arriveront. Mais nous devons commencer. Over the long years of its military and economic presence in countries like Mali and Central African Republic, France failed to take any steps to restore order, persuade people respect human rights, and stop oppression on religious, ethnic, or other grounds. They failed to change the situation, it got even worse. However, France had UN mandate, time, and freedom of actions. In your opinion, what was the reason of this fail? Écoutez, moi, je peux parler que de l'attitude française, vraiment française dans cette affaire. La France est un pays qui a toujours connu plusieurs manières de se comporter au même moment. Il y a toujours eu en France des gens qui ont défendu la liberté des autres, toujours. Et il y a eu dans notre histoire, à des moments particuliers, un groupe qui a cherché à faire de l'argent en exploitant les autres. Selon les moments, ils ont exploité des citoyens français ou ils ont exploité des gens à l'étranger dans des colonies. Tout ça toujours au même moment. Aujourd'hui, la France, quand elle intervient à l'étranger, ne défend plus ce qui est, à mon sens, la France. Elle ne défend plus l'idée de la liberté et l'idée de l'égalité des hommes en droit. À la place de ça, elle cherche à défendre des intérêts économiques pour elle. Alors, oui, quand on cherche à défendre ses intérêts économiques, on cherche à diviser les peuples, comme font les Anglais, c'est leur vieille technique. On cherche à diviser les peuples et non pas à les réconcilier et non pas à les amener à mieux vivre tous ensemble. Donc les droits de l'homme, en fait, on s'en moque. Attention, vous avez posé votre question en parlant des droits de l'homme. Moi, ma réponse, quand je parle des droits de l'homme, je ne le prends pas au sens qui s'impose aujourd'hui en Occident. Aujourd'hui, les droits de l'homme, c'est la signification des États-Unis. Les droits de l'homme, c'est les 10 premiers amendements de la Constitution aux États-Unis, c'est-à-dire, en fait, on ne torturera personne dans les commissariats. Voilà. La tradition française est différente. Nous, pendant la Révolution française, nous avons eu les droits de l'homme et du citoyen.
C'est-à-dire que nous pensions, et moi je le pense toujours, que le véritable droit de l'homme, c'est de pouvoir choisir son futur et de le faire sans violence. Voilà. Donc, dans ce sens-là, les Français ne jouent plus du tout leur rôle. Moi, j'ai essayé de le faire. Moi, j'ai essayé de défendre ce que je crois être ma patrie dans le reste du monde. Mais quand je le faisais, les dirigeants français m'accusaient d'être un traître. Alors que moi, je pense que ce sont eux qui ont trahi notre pays. Thank you. According to information from some media, representatives of Russia and Mali are negotiating on providing assistance to the Malian government. In your opinion, will Russia manage to accomplish the tasks that were failed by France? Et l'histoire du Mali, c'est la conséquence directe, et je l'avais annoncé pendant la guerre en Libye. C'est la conséquence directe de l'assassinat de Mouammar Kadhafi. Mouammar Kadhafi était le seul chef d'État au monde à avoir, durant toute sa vie, tenté de réconcilier les populations arabes et les populations noires. Il est le seul à avoir fait ça, à l'avoir vraiment fait. Dans son pays, il y avait pratiquement 2 millions de travailleurs noirs qui venaient dans son pays, qui est un pays arabe, alors qu'avant lui, il y avait l'esclavage des Noirs. C'est lui qui a mis fin à l'esclavage. Et depuis qu'il a été renversé, l'esclavage a repris en Libye, avec l'aide de l'OTAN. C'est l'OTAN qui a ramené l'esclavage. Donc, le Mali, c'est un pays très bizarre. Vous savez, vous avez une région au nord, un petit couloir, et puis une deuxième région au sud. Donc, vous avez une zone qui est un désert arabe, et vous avez une zone noire au sud. Bon. Donc, le conflit entre ces deux civilisations a repris parce que nous l'avons voulu. C'est nous qui avons relancé cette bataille. Alors, les Français sont intervenus là à la demande des États-Unis. Les États-Unis voulaient installer l'Africom, l'Africomande, c'est-à-dire ils voulaient déployer leurs troupes en Afrique comme ils l'avaient fait au Moyen-Orient. Comme ils n'y arrivent pas en Afrique, ils ont demandé à la France, qui a une présence bien plus ancienne et une présence acceptée, de faire le travail à leur place. Ce sont des satellites et des avions des États-Unis qui indiquent aux troupes françaises ce qu'elles doivent faire. Nous agissons comme des mercenaires pour les États-Unis. Évidemment, au bout d'un moment, la population locale s'en est rendue compte, et alors que tout le monde avait applaudi les troupes françaises quand elles sont arrivées, les mêmes personnes aujourd'hui leur lancent des pierres. C'était évidemment prévisible. Mais c'est notre faute si ça se passe comme ça. Bon. Aujourd'hui, au Mali, la Russie essaye de négocier une aide au Mali. Et elle s'y prend complètement différemment de la France. Parce qu'elle ne cherche pas à prendre des intérêts économiques. Donc, oui, la Russie peut réussir. En tout cas, elle part dans la bonne direction quand elle fait ça.
alors que la France ne peut pas. Move on to the United States of America. The Foundation to Battle Injustice estimates that the largest number of human rights violations is recorded in the United States. This is a country where the problem of racism, police violence, judicial arbitrariness, and prison violence is much more acute than in other developed countries. In your opinion, what is the reason for it? Alors, à mon opinion, c'est un problème intrinsèque à la culture anglo-saxonne. Ce problème de racisme avait existé au XVIIe siècle en Grande-Bretagne. Et en Grande-Bretagne, ils l'ont résolu d'une manière très particulière, puisqu'en fait, les Anglais, je dis bien les Anglais, je ne parle pas des Écossais ou je ne parle pas des Gallois, les Anglais conservent le contrôle de la politique étrangère. Et leurs alliés au sein du Royaume-Uni peuvent faire tout sauf la politique étrangère. Avec une petite différence pour ce qui est des Irlandais, puisque les Irlandais, pour eux, c'est un peuple étranger. Lorsque les États-Unis se sont créés, vous savez, on parle des Pilgrim's Favors, les pères fondateurs des États-Unis. En fait, on dit les pères pèlerins, voilà, les pères pèlerins. Ce sont les gens qui enseignaient vraiment le racisme en Angleterre. Ce sont ces gens-là qui sont venus fonder les États-Unis. Et ils ont amené avec eux cette culture du racisme. Les premiers esclaves aux États-Unis n'étaient pas des Noirs. Les premiers esclaves aux États-Unis, c'était des Britanniques. C'était des Britanniques et il y avait un esclavage pour dette en Grande-Bretagne. Et on devenait esclave pour ces dettes et on était envoyé aux Amériques, qui à l'époque était une colonie britannique. Et alors, vous avez eu après l'arrivée de l'esclavage des Noirs avec les Portugais, mais c'est bien plus tard en fait. Alors que cette mentalité était présente déjà, ancrée dans l'esprit des gens. Aujourd'hui, le président Biden est l'exemple même de cette pensée. Le président Biden, qui nous raconte qu'il est antiraciste, dans tous ses discours, nous dit qu'il est pour l'égalité, pour l'équité des communautés raciales, l'équité des communautés raciales, pas pour l'égalité en droit. Il n'est pas pour l'égalité en droit. C'est très important d'entendre ce qu'il dit. L'équité des communautés raciales. Mais, enfin, moi, je ne peux pas admettre ça. Pour moi, il n'y a pas de différence entre ce discours et celui des nazis. Ça conduit immédiatement à la même chose. Nous le savons. Peut-être M. Biden est un homme très gentil. Je veux bien lui accorder beaucoup de choses, mais l'idéologie qui est la sienne est une idéologie violemment raciale. Et le problème que traversent les États-Unis sera augmenté par M. Biden, comme il a été augmenté par M. Obama. Despite leaving Afghanistan, the USA is still trying to dictate how to live and whom to look up to. The idea of forced democratization has not disappeared. Do you think that America still have a moral right to behave this way? Les États-Unis parlent de démocratiser le reste du monde. Bon, peut-être aux États-Unis, il y a des gens qui y croient, mais dans le reste du monde, on ne peut que rire.
puisque la démocratie, c'est quelque chose qui ne peut venir que du peuple. Donc, démocratiser de l'extérieur, ça ne veut rien dire. Et les gens qui ont développé ce discours aux États-Unis, c'est d'abord un groupe qui anime la National Endowment for Democracy. Nous savons bien, ce sont tous, vraiment, il n'y a pas d'exception, ce sont tous des trotskistes. Alors, ils sont devenus importants aux États-Unis parce que, en tant que trotskistes, ils étaient opposés à l'Union soviétique. Mais aujourd'hui, ils veulent étendre l'empire américain, et cette extension, ils l'appellent démocratisation. Mais bon, nous savons que les États-Unis ne sont pas une démocratie du tout, puisque la Constitution des États-Unis ne reconnaît pas la souveraineté populaire. La Constitution des États-Unis reconnaît exclusivement, il n'y a pas d'autre base de légitimité que les gouverneurs des États-Unis. Do you see the future of Europe, the United States, and the entire so-called free world when real freedom is disappearing? Is there any hope for a brighter future? What can we do to make the world move in the direction of expanding of human rights and not in the opposite direction? Il suffit de respecter les gens. Respecter les gens. C'est tout. C'est extrêmement simple. Mais en Occident, nous pensons la politique internationale en termes de rivalité, de compétition. Mais c'est ridicule. Déjà, prenons soin de nous-mêmes et nous prendrons soin des autres. Pendant la guerre froide, on disait que les dirigeants de l'Union soviétique étaient paranoïaques, qu'ils croyaient qu'on allait les attaquer toujours. Mais je ne vois pas comment ils auraient pu ne pas être paranoïaques, puisque effectivement, on les attaquait tous les jours, effectivement, on sabotait leur industrie, etc. Bon. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes paranoïaques. Si vous voulez, quand les Occidentaux racontent que la Russie envahit des territoires, que la Russie a envahi la Crimée, mais la Crimée, elle était russe. Par contre, le Kosovo, lui, n'était pas américain. Voilà, donc pourquoi le Kosovo est un État indépendant appuyé sur les États-Unis, on ne sait pas. Bon. Si vous voulez, nous voyons les choses toujours à l'envers. Donc, il suffit simplement d'être normaux les uns avec les autres. L'histoire de l'humanité, ce qui est positif, c'est la coopération. Ce qui est négatif, c'est la guerre. Alors, des fois, on est forcé de faire la guerre pour se défendre. Mais penser les relations internationales en disant à qui je vais faire la guerre, voilà, on arrive aux catastrophes que nous connaissons aujourd'hui. Donc, apprenons à nous respecter les uns les autres. Thank you very much for finding time and meeting with me and answering all my questions. It was such a pleasure meeting you and finally talking to you in person. It's such an honor. And I do hope with all my heart, with the bottom of my heart, that people and countries will finally respect each other and the world will become finally a better place. Thank you. Thank you. Thank you. I will talk to you later. Goodbye. Bye.